Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le 247e grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Subaru e-Outback. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Grand frère des Subaru Solterra et Uncharted, ce e-Outback est une proposition assez singulière en 100% électrique, avec ce profil de break surélevé, beaucoup d'espace dans le coffre, à l'arrière également, et puis beaucoup de puissance, plus d'ailleurs que ces deux frères, on le verra dans un instant, dans cette unique version à 4 roues motrices. Une unique version et 2 ou 3 finitions selon les marchés, et puis une politique du tout inclus. Il n'y a quasiment pas d'option sur cette voiture. Selon la finition que vous choisirez, eh bien vous aurez tel ou tel équipement. Une politique d'options tout inclus, déjà validée par les constructeurs chinois depuis un moment. Une politique que feraient bien d'adopter également les constructeurs européens. Alors, quelles sont les qualités mais également les défauts de ce Subaru e-Outback? Pour le déterminer, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, on sera dans un tout autre format la semaine prochaine avec chez Renault la Twingo. Renault qui nous joue une nouvelle fois la carte du néo-rétro avec énormément de succès sur la Renault 5 et c'est bien parti pour être un succès également avec cette Renault Twingo. Mais que vaut-elle au quotidien au-delà du coup de cœur visuel? Eh bien, j'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. D'autres essais électrisants dans les prochaines semaines, ça continue durant tout cet été. Pour découvrir la liste complète des essais qui sont programmés dans les prochaines semaines et les prochains mois, rendez-vous tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'extérieur, le e-Outback ne manque pas d'allure avec son profil de break surélevé et différents éléments au bas des portières notamment, ou encore les barres de toit qui évoquent l'aventure, les grands espaces. Comme sur le Solterra, les passages de roues sont marqués avec des éléments en plastique qui renforcent le côté aventure. Et ici, la face avant est connue puisque commune au modèle Uncharted, Solterra et e-Outback, l'arrière est lui inédit et il ne manque pas non plus d'élégance. Le tout, en tout cas, est très cohérent, très homogène. Et vous, que pensez-vous de la ligne de ce e-Outback? Dites-le moi dans les commentaires. 381 chevaux, soit 38 de plus encore que les versions à 4 roues motrices du Solterra et du Uncharted. Ce e-Outback joue définitivement la carte du dynamisme en 4 roues motrices avec du coup un 0 à 100 abattu, terrassé en 4 secondes et 5 dixièmes. Concernant le poids, on est légèrement au-dessus de 2 tonnes sur les deux finitions. En finition d'entrée de gamme, ce sera 2 tonnes et 5 petits kilos. Et sur la finition supérieure essayée cette semaine, on sera sur 2 tonnes et 10 kg, donc 5 kg de plus. Concernant la charge tractable, ce sera 1500 kg si la charge est freinée, 1,5 tonnes. Si la charge n'est pas freinée, ce sera la norme, 750 kg. La batterie qui sera chargée d'alimenter les moteurs électriques, c'est une batterie à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 80%, puisque chimie NMC, et occasionnellement à 100% en prévision d'un long trajet, le tout en respectant les consignes du constructeur. L'autonomie la plus importante, jusqu'à 523 km, vous l'obtiendrez avec la finition d'entrée de gamme. Avec cette finition supérieure, ce sera 46 de moins, soit 477 km, 477 km. Tout ça, c'est la théorie, c'est ce qui est indiqué dans la brochure, mais dans la vraie vie, combien de kilomètres peut-on parcourir avec cette voiture? Eh bien, patience, je vous en parle tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie qui se trouve sous le plancher entre les 4 roues, eh bien, la trappe qui renferme les connecteurs de recharge, elle est ici, avec en partie supérieure le connecteur de type 2, directement accessible. Ça, c'est grâce au joint qu'on a ici, qui évite d'avoir un petit cache supplémentaire, ce qui est toujours une manipulation supplémentaire à effectuer, dont on se passe volontiers. On va donc pouvoir s'en passer ici. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué, non pas de 11, mais de 22 kW de série. Ça, c'est très très bien. Si vous avez accès à un chargeur de 22 kW, eh bien là, vous allez pouvoir recharger en 4 heures environ. Le constructeur ne communique pas sur le temps de recharge 0-100 ou 10-100 sur le courant alternatif, mais on peut l'estimer aux alentours de 4 heures. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Concernant la recharge sur le courant continu, c'est-à-dire sur les longs trajets, les trajets qui, en termes de distance, vont dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, eh bien là, c'est le courant continu, l'accès aux gros superchargeurs, les connecteurs combo CCS. On ouvre la petite porte, c'est pas un cache, c'est une petite porte. Donc il n'y a rien qui pendouille, c'est vraiment très très pratique. Et là, la voiture, elle accepte une puissance de 150 kW, ce qui n'est pas
énorme. On reste évidemment sur une technologie 400 volts. Le constructeur promet 28 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. J'ai testé ça pour vous, évidemment, cette semaine. Voilà ce que ça donne. Me voici arrêté à un hub de recharge Total Energy, hub de recharge que j'ai trouvé grâce à l'application Charge Plus de Total Energy. Total Energy, c'est le réseau le plus vaste en Europe. Il y a toujours un point de recharge près de là où vous vous trouvez. Et ça, c'est une sécurité supplémentaire. Je vais pouvoir passer mon badge Charge Plus et on va voir combien de temps la voiture va mettre pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Démarrage de la recharge à 15h31, plus 28 minutes en théorie. Ça nous emmène à 15h59. Pendant que la voiture termine sa session de recharge, je vous rappelle que Total Energy est partenaire du programme Power Goodies. Alors Power Goodies, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous rechargez avec Total Energy, vous allez pouvoir accumuler des points quand vous rechargez, mais également quand vous libérez rapidement un point de recharge. Et les points accumulés, eh bien, vous permettent d'obtenir des récompenses. Tout ça est entièrement gratuit, donc ne vous en privez pas et téléchargez sans plus tarder l'application Power Goodies. Alors il y a les conditions optimales et puis il y a la vraie vie. Et quand je suis arrivé ici, eh bien la voiture avait préconditionné la batterie pendant une dizaine de minutes. Elle était toujours en train de préconditionner la batterie. On ne va donc certainement pas obtenir les 28 minutes. Ce sera forcément un petit peu plus. Est-ce que c'est acceptable ou non? La réponse dans quelques instants. Voilà, la recharge vient de s'arrêter, on est à 80%, il est 16h01, ça veut dire que la voiture a mis 30 minutes au lieu de 28 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je le disais il y a un instant, le préconditionnement de la batterie était toujours en cours au moment où je suis arrivé ici. Elle a préconditionné une dizaine de minutes, ce qui était sans doute un peu. C'est la raison pour laquelle donc elle a eu besoin de ces 2 petites minutes supplémentaires. L'ouverture du haillon, elle est électrique et le coffre, c'est l'un des points forts de cette voiture avec jusqu'à 633 litres disponibles avec la banquette arrière en place. Banquette arrière 60-40 entièrement rabattue, le volume disponible passe à 1718 litres dans le meilleur des cas, c'est donc très confortable. Dans le coffre, on va retrouver une tablette souple, amovible, les 2 tirettes pour rabattre la banquette arrière, 2 crochets de chaque côté, les anneaux aux 4 coins, une alcôve à droite avec un espace de rangement qui dispose d'un couvercle, un sous-coffre et donc un plancher de coffre amovible et un sous-sous-coffre également pour ranger différents accessoires sous le capot. Malheureusement, pas de frunk, c'est dommage. Dans un instant, je passe à l'avant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce Subaru e-Outback. Si vous avez regardé les essais du Uncharted et du Solterra 2026, il n'y aura pas de grande différence. Me voici installé à l'arrière, y est-on bien installé? Et là, évidemment, on est dans le modèle électrique le plus grand de Subaru, il y a énormément de place. Regardez, le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Regardez ce que ça donne. J'ai énormément de place pour les genoux. J'ai de la place également pour les pieds. Alors j'ai un petit peu de mal à les glisser sous le siège avant parce que forcément il est réglé plutôt bas vu que je suis grand, mais comme il y a énormément de place derrière, franchement c'est tranquille, on peut voyager vraiment confortablement. Au niveau de la tête également, pas de problème, j'ai quelques centimètres, 2-3 centimètres au-dessus de la tête, donc je peux me tenir droit sans toucher le pavillon avec les cheveux, c'est très bien. Bref, on est confortablement installé, le siège est très confortable, on a un petit maintien latéral qui n'est pas désagréable, c'est plutôt sympa. Et en termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a? Sur cette finition supérieure, on a ce toit vitré panoramique avec vélum électrique. On a 4 poignées de maintien, donc le conducteur a lui aussi droit à sa petite poignée de maintien au cas où il joue à se faire peur. Et sur les poignées à l'arrière, on a également un petit crochet histoire de pendre un vêtement. Si on descend, les sièges très sympas, on verra qu'ils sont très confortables également dans un instant. Si on descend encore, on a les poches aumônières derrière les 2 sièges à l'avant et à l'arrière de la console centrale en partie supérieure, très accessible, c'est très sympa. On a les sièges chauffants ici à l'arrière parce qu'on est sur une finition supérieure et également les 2 prises USB-C plutôt bien positionné en partie inférieure. Eh bien, on a là les ouïes de ventilation. Concernant le plancher, il n'est pas complètement plat, mais il le sera une fois que la voiture sera équipée des tapis de sol. Il n'y a pas les tapis de sol dans cette voiture d'essai. Ils arrivaient le lendemain du jour où j'ai été la chercher. Et donc, malheureusement, ils ne sont pas dans cette voiture d'essai, mais donc c'est bien prévu. Et dans ce cas-là, on aura un plancher quasiment plat. Et en plus, la partie centrale étant assez large, on peut sans problème mettre les 2 pieds sur la partie centrale. Et même avec mon 47, eh bien,
Ça passe entre la banquette arrière et l'arrière de la console centrale. Là, par contre, en hauteur sur la partie centrale, c'est un petit peu plus limité. On atteint sans doute un petit peu les limites, mais bon, 1m90, 1m90 sur la place centrale, c'est sans doute pas tous les jours. Au niveau de la place centrale, justement, quand vous ne l'utilisez pas, eh bien, possibilité de descendre la coudoir centrale avec les deux porte-gobelets et également un petit espace, une petite fente dans laquelle vous allez pouvoir glisser, par exemple, un smartphone sur la tranche. Voilà concernant l'espace ici à l'arrière et l'équipement ici à l'arrière. On va maintenant passer à l'avant. Bienvenue à bord de ce Subaru e-Outback, une voiture qui reçoit elle aussi la même planche de bord que ses deux petits frères électriques. Autant vous dire, puisque je les ai déjà essayés tous les deux, que j'ai un peu l'impression d'être à la maison. Parmi les quelques différences, la couleur de la ligne présente sur la planche de bord qui est ici argentée, alors qu'elle était couleur rouille dans le Uncharted. On a donc toujours un écran instrument positionné assez haut, mais qui reste visible grâce au volant à double méplat. On a un grand écran avec réglage physique de la température, conducteur et passager, et puis une ergonomie convaincante puisqu'on est ici à l'opposé du tout à l'écran. Concernant l'ambiance générale, c'est donc sérieux, pour ne pas dire un peu triste, austère. Le tout a l'air solidement construit, ça inspire confiance. Les matériaux sont moussés en partie supérieure, c'est un peu moins le cas en partie inférieure. Cela dit, tout ça reste finalement très cohérent et on a évité la débauche de piano black. Ouf! Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord sur la portière conducteur en partie haute, la commande d'ouverture de la portière et les deux mémoires de position du siège conducteur. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, rabattables à la demande ainsi que le verrouillage centralisé, c'est du classique. Et en partie basse, le vide-poche en deux parties. Sur la planche de bord à gauche du volant, la luminosité de l'écran instrument ainsi que le totaliseur général et les deux totaliseurs partiels, A et B. Plus bas, la commande de basculement automatique feu de route, feu de croisement, le lave-phare et l'ouverture-fermeture électrique du haillon, et puis tout en bas, le déverrouillage du capot. Le volant est à réglage manuel, à gauche, la navigation dans les infos de l'écran instrument, le téléphone, le volume et la commande vocale. À droite, le régulateur limiteur de vitesse et la conduite assistée, si vous ajoutez la fonction adaptative de la vitesse et le centrage sur la voie de circulation. On a également en partie basse la touche mode pour sélectionner rapidement une source audio. J'y reviendrai sur la route. Derrière le volant, les palettes, d'abord pour faire varier la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur. Ensuite, les commodos avec à gauche les clignotants et les phares. À droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Face au conducteur, derrière le volant, le combiné instrument d'une diagonale de 7 pouces, dont la partie de gauche est personnalisable. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? La consommation moyenne après réinitialisation, ainsi que la consommation moyenne après le départ. On a ensuite le mode régulateur de vitesse adaptatif, en l'occurrence ici, ainsi que la boussole. On peut avoir également les données de navigation, les instructions de navigation. La radio également, c'est disponible. On a ensuite les moyennes après réinitialisation, vitesse moyenne et temps écoulé, ainsi que l'état de la batterie, certifié pour l'instant à 100%, évidemment. La voiture est neuve, ainsi que les petits messages qui s'affichent à cet endroit. Au centre de la planche de bord, le nouvel écran d'infodivertissement, plus grand, qui mesure 14 pouces de diagonale. À sa gauche, le bouton de démarrage. Sous l'écran, une fine ligne de commande, avec à gauche le désembuage à l'avant, ensuite au centre le volume, un bouton rotatif, et à droite le dégivrage à l'arrière, ainsi que des rétroviseurs. Plus bas, on a les aérateurs centraux du système de ventilation, plus bas encore au centre les feux de détresse, ainsi que à gauche et à droite deux espaces de recharge par induction. Ensuite, plus en arrière, on a quelques boutons là aussi autour du sélecteur de sens de marche. À gauche, on a le frein de parking électrique, l'appel du menu caméra ainsi que la fonction auto hold qui va vous permettre de lever le pied de la pédale de frein quand vous êtes arrêté au feu rouge et la voiture va se maintenir à l'arrêt. À droite, on a les modes de conduite, on a l'anti-patinage également et puis les X-modes propres à Subaru qui vont vous permettre d'aller au-delà des sentiers battus, de sortir des sentiers battus, de vous aventurer. Alors peut-être pas en tout terrain, mais en tout cas en tout chemin et elle le fera avec beaucoup de volonté. Ensuite, plus en arrière, on a le double porte-gobelet et puis sous la coudoir centrale qui s'ouvre dans les deux sens et ça c'est vraiment bien vu. On a tout d'abord un petit bac avec un fond recouvert de feutrine et quand on le retire, eh bien on a un deuxième espace situé juste en dessous qui contient, vous le voyez, les documents du véhicule et pour cause, il n'y a pas de boîte à gants dans cette voiture. Sous la console centrale, un espace de rangement ouvert qui accueille également la connectique avec deux prises USB-C et une prise 12 volts et puis enfin, on a
a en partie supérieure un rétroviseur classique qui peut se transformer également en rétroviseur caméra. Malheureusement, la caméra à l'arrière est située très très basse, ce qui fait que quand il pleut, le rétroviseur caméra est vraiment inutilisable et dans ce cas-là, vous devez rebasculer sur le rétroviseur classique, mais heureusement, on a un essuie-glace à l'arrière. Voilà pour la description de l'intérieur de ce Subaru e-Outback. On va maintenant se diriger vers le système d'infodivertissement. Le système d'infodivertissement, c'est le même, bien sûr, que dans le Solterra 2026 et le Subaru Uncharted également. Avec à gauche, vous le voyez, des commandes directement accessibles. On a la navigation, la musique, le téléphone, les réglages voiture, également l'appel de 2 petits services connectés, navigateur web et notification. Et puis ici, les paramètres. Et alors, en partie supérieure, on a ici l'appel de Apple CarPlay et Android Auto, évidemment, si vous êtes sous Android. En partie inférieure, vous le voyez, on a tout ce qui est chauffage et climatisation. Dans cette voiture, en finition supérieure, on a la totale. On a les sièges chauffants, ventilés, volants chauffants, etc. Possibilité pour le passager d'effectuer les mêmes réglages. Ici, on a une position automatique. Donc, la voiture va adapter automatiquement la puissance, soit du chauffage, soit de la ventilation en fonction des circonstances. On a ici des paramètres de climatisation supplémentaires. Et on a ici, j'en reparlerai sur la route, le menu qui va vous permettre facilement de couper certaines fonctions et notamment celles que vous allez utiliser régulièrement et qui vont s'afficher ici. C'est le cas par exemple de l'aide à la signalisation routière, autrement dit l'alerte de franchissement de la vitesse maximale autorisée et le bip de changement de vitesse maximale autorisée. Vous voyez qu'on a pas mal de fonctions qui se trouvent dans ce menu et ça c'est extrêmement pratique. C'est arrivé avec la dernière évolution du système d'infodivertissement de Subaru. Voilà, je pense que j'ai déjà fait à peu près le tour. Je vais pas vous redétailler complètement le menu voiture ici. C'est totalement classique, ainsi que les paramètres ici. C'est totalement classique également. On va pas perdre de temps. On va plutôt se diriger vers notre test habituel, à savoir direction Marseille. Le calcul est en cours. On va ajouter les points de recharge, évidemment, qui seront bien nécessaires. La voiture précise qu'elle va recharger à 80% à chaque arrêt. Et là, pour l'instant, il y a 29% de capacité dans la batterie, ce qui n'est pas l'idéal quand on entame un trajet vers Marseille, évidemment. Alors, vous me disiez que sur le Uncharted, la voiture était très pessimiste. Et effectivement, elle préconisait 7 arrêts, alors que celle-ci n'en propose que 5, alors qu'elle a une batterie qui, à la base, est moins chargée. Donc, effectivement, je pense qu'ici, on a quelque chose de plus cohérent. Vous voyez les différents arrêts qui s'affichent ici. Ici, le prochain arrêt, dans 43 minutes, c'est-à-dire à 19h, après 69 km, on aura 14% dans la batterie et on devra remonter jusqu'à 73-73. Voilà, tout ça me semble assez cohérent. Voilà les différents arrêts suggérés par la voiture. En l'occurrence, ici, 14,73, 21,79, 21,74, 20,59 pour le dernier. Et pour cause, puisqu'on arrivera quand même à Marseille avec 21% après 1008 km et 9h05 de trajet. Tout ça me semble pas mal. Voilà donc pour la description de ce système d'infodivertissement. On file sur la route et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Il y a pas mal de choses à dire. Pied sur le frein, une pression sur le bouton de démarrage, vous tournez le sélecteur rotatif de sens de marche vers D à droite ou R à gauche et vous pouvez vous élancer avec un peu moins de 40 chevaux de plus que ses deux frères. Le e-Outback se montre d'emblée très vif, ce qui est vraiment très agréable. Sur les deux finitions du e-Outback en Belgique, les sièges avant en cuir synthétique sont à réglage électrique dans 10 directions pour le conducteur, 8 pour le passager. Ils sont également chauffants, tout comme le volant. Sur la finition supérieure, les deux mémoires font leur apparition pour le siège conducteur sur la portière, tout comme la ventilation sur les deux sièges avant. Autant vous dire qu'on est particulièrement bien installé dans ce e-Outback et que grâce à la multitude de réglages, trouver sa position de conduite idéale est vraiment un jeu d'enfant. Le maintien latéral est également très bon, certainement si on tient compte de la vocation essentiellement familiale de cette voiture, mais c'est également le cas, soyez rassurés, s'il vous prend l'envie d'augmenter la cadence et de profiter de la cavalerie. Comme dans le Solterra et le Uncharted, les aides à la conduite en général et la conduite assistée en particulier fonctionnent très bien. Le maintien au centre de la voie de circulation est solide, mais s'efface gentiment quand vous souhaitez prendre la main pour changer de voie. C'est très fluide. Les adaptations de la vitesse se font également avec douceur, c'est très bien. Concernant les bips en tout genre, comme tout est bien calibré, pas besoin de chercher à les désactiver à tout prix. Cela dit, la nouvelle interface permet un accès direct à la plupart des fonctions désactivables. On l'a vu, le bip de surveillance
sur vitesse, lui, peut être facilement désactivé, soit dans ce menu raccourci, soit en appuyant simplement sur la limitation de vitesse affichée sur la carte du système de navigation. Mais attention, dans ce cas, seul le bip de survitesse se désactive, pas l'alerte de changement de la vitesse maximale autorisée. Pour désactiver les deux en une fois, ça se passe donc via la petite commande, le petit raccourci juste ici dans le menu. Facile d'accès, c'est pratique. Sur la route, le e-Outback est vraiment plaisant à conduire. Il est un peu plus confortable encore que le Uncharted. Il est plus long, un peu moins vif, mais le compromis confort-comportement, il est plutôt convaincant. C'est vraiment une réussite. La prise en main est immédiate et on a la sensation d'être dans une voiture rassurante. C'est typiquement la voiture qu'on imagine sur les routes américaines, conduite de manière tranquille, en famille. Une voiture qui vous permet d'aller partout, en tout chemin aussi, pour les pique-niques en pleine nature. Et puis ça, c'est plus inattendu, c'est aussi la voiture avec laquelle vous allez prendre du plaisir grâce à la puissance disponible, grâce au châssis qui est très convaincant. C'est très chouette, notamment ici, sur des petites routes sinueuses. Franchement, je valide. Si les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont globalement bien filtrés dans cette voiture, on notera tout de même des bruits aérodynamiques plus présents à plus haute vitesse en raison sans doute, entre autres, de la présence des barres de toit, des rétroviseurs extérieurs qui sont assez grands. Cela dit, c'est loin d'être rédhibitoire, ça reste une voiture électrique et donc, vous l'entendez certainement, une voiture silencieuse. Sur cette finition supérieure, l'ambiance sonore est assurée par un système Harman Kardon à 10 haut-parleurs avec caisson de basse et amplificateur à 8 canaux, un système qui se montre très convaincant, tant du point de vue du son que du point de vue de l'ergonomie générale avec ce fameux bouton mode ici dont j'ai déjà parlé, qu'on retrouve sur le volant et qui va vous permettre de revenir facilement sur la radio quand vous êtes en train d'écouter de la musique via votre smartphone par exemple. C'est tout bête mais franchement c'est top en termes d'ergonomie. Sur la finition d'entrée de gamme, attention, ce sera un système plus modeste, un système maison à 6 haut-parleurs. Le diamètre de braquage de ce e-Outback, 11,2 mètres entre trottoirs, ça c'est pour la théorie. Une valeur sur une fiche technique. Dans les faits, cette voiture n'est pas celle qui braque le plus court, mais c'est pas non plus un tank à manœuvrer. Et puis on peut aussi compter sur le système de caméra à 360 degrés, très efficace, avec vue par transparence. Une fois qu'on l'a essayé, ça devient vite indispensable. La définition des images renvoyées par les différentes caméras est bonne. Bref, tout va bien. Pour moi, je l'ai déjà dit dans ma vidéo premier trajet consacrée à cette voiture, son défaut principal, c'est l'absence de conduite à une pédale et globalement une récupération d'énergie qui, même sur le niveau le plus élevé, le 4e, reste trop faible. Si vous n'aimez pas plus que ça la conduite à une pédale, alors pas de problème, mais je trouve que c'est quand même toujours bien d'avoir le choix et moi qui aime cette fonction, dans cette voiture, ça me manque. Autre bémol relevé cette semaine également, que le réglage du niveau de récupération ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre. Et puis sur le niveau le plus élevé dans la plupart des situations de conduite, le ralentissement en levant le pied de l'accélérateur sera suffisant pour vous passer de la pédale de frein comme ici, mais sur des freinages un petit peu plus appuyés et évidemment pour obtenir l'arrêt complet, là l'usage de la pédale de frein sera inévitable. Les phares de ce e-Outback sont adaptatifs, ça c'est top, vous laissez la voiture tout gérer et elle va allumer les feux de route sur toutes les routes qui sont mal ou pas éclairées et ensuite simplement éteindre une partie du faisceau qui va correspondre à la voiture que vous suivez ou à celle que vous croisez. Vous bénéficiez donc en permanence du meilleur éclairage possible et ça c'est un gros plus en matière de sécurité. Les bas-côtés restent bien éclairés en permanence, ce qui va vous permettre de voir plutôt un animal ou un enfant qui aurait l'intention de traverser devant vous. Et puis concernant l'intérieur, on retrouve, concernant l'éclairage, une simple bande LED qui court sur toute la largeur de la planche de bord, mais dont vous pouvez tout de même choisir la couleur. C'est déjà ça. L'autonomie théorique de cette voiture, 477-477 km en cycle mixte norme WLTP. Sur cette version supérieure For Experience Plus, j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 7 et 17 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km, avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile, lieu de travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile, lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important. Et en tenant compte de tout ça, je suis arrivé à une moyenne de 19,5 kWh au 100, soit 1 kWh de plus au 100 km par rapport au Solterra et au Uncharted essayé précédemment. Cette valeur, elle va m'autoriser aux alentours de 350 km réels sur une charge complète dans les conditions de parcours et météo de cette semaine. C'est très correct pour la grande majorité des automobilistes, pour les trajets du quotidien, pour les vacances aussi, quelques trajets un petit peu plus longs dans l'année, quelques trajets pour lesquels on peut tolérer
un petit peu plus d'arrêts et des arrêts un petit peu plus longs par rapport au quotidien où vous allez de toute façon ne plus voir les temps de recharge, puisque si vous avez la possibilité de recharger chez vous ou sur votre lieu de travail, eh bien vous ne perdez pas de temps à attendre que ça recharge. Ça, ce sera uniquement sur les plus longs trajets, qui a priori pour la grande majorité des utilisateurs seront quelques arrêts sur l'année, pas plus. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de ce Subaru e-Outback. Vous avez sous les yeux un exemplaire d'essai en finition supérieure. Valeur en Belgique, 54 995 €, 54 995 €. Les différentes options dont cette voiture est équipée, eh bien, il y en a aucune, puisque 6 couleurs sont proposées et les 6 couleurs sont proposées sans option. Vous pouvez donc choisir librement la couleur qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de prendre la couleur sans supplément, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Subaru. Pas d'autre option donc disponible. Total pour ce véhicule d'essai entièrement équipé, 54 995 €, 54 995 €. Surfez sur le site internet de Subaru qui correspond à votre pays. Configurez votre e-Outback idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors, leasing opérationnel, ça c'est pour les entreprises. Private lease, c'est pour les particuliers. Dans les deux cas, il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est la facilité de gestion au quotidien, puisque tout est inclus. Donc, gestion maîtrisée de votre budget, tout est inclus. Ça veut dire que dans le loyer que vous payez mensuellement, il y a la mise à disposition du véhicule, mais également tous les frais qui gravitent autour, c'est-à-dire le remplacement des pneus, l'assurance, les taxes, l'entretien, etc., etc. Tout ça est compris, tout ça est lissé sur la durée du contrat. À la fin du contrat, vous avez juste à remettre les clés et la voiture. C'est tout, et ça c'est le deuxième avantage, la valeur résiduelle de la voiture, c'est-à-dire combien vaudra la voiture dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Eh bien, ce n'est pas vous qui prenez le risque de cette valeur résiduelle, de combien vaudra la voiture. C'est la société de leasing qui doit faire son calcul au départ et estimer combien vaudra la voiture à la fin du contrat, ce qui n'est pas évident en ce moment, puisqu'en ce moment, vous le savez, en raison de cette course galopante à la technologie, à l'autonomie, au temps de recharge qui diminue, eh bien, les valeurs résiduelles, forcément, fluctue énormément en fonction des innovations technologiques. Et donc, dans ce cas-ci, dans cette période de transition du thermique vers l'électrique et de l'électrique de première génération vers l'électrique de deuxième, de troisième génération, eh bien, durant cette période, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing dans cette formule de leasing opérationnel pour les entreprises et private lease pour les particuliers. Pour ces deux bonnes raisons, mais il y en a plein d'autres, eh bien, surfez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, demandez une offre pour le véhicule qui vous intéresse, celui-là ou n'importe quel autre, et puis recevez en retour une offre de prix, analysez-la et vous verrez que cette formule est particulièrement intéressante. En conclusion, mais que voilà une proposition intéressante signée Subaru si vous cherchez de l'espace, une bonne ergonomie, du confort, du dynamisme, certaines capacités en tout chemin également, ou encore de la sécurité sur la route si vous roulez dans une région à la météo capricieuse. Ce e-Outback répond parfaitement à ces exigences en vous proposant en plus une formule tout compris, 0 option, même la peinture métallisée, on l'a vu, est de série. Une formule dont les constructeurs européens, je le disais, feraient bien de s'inspirer. Cette voiture n'est pas celle qui propose la plus grande autonomie, mais ce n'est pas là sa vocation. Pas de conduite à une pédale non plus, c'est un choix du constructeur, un choix qu'on peut regretter. La vitesse de recharge n'est pas la plus rapide, certainement au regard de ce qu'on trouve en 800 volts. Mais si vous rechargez essentiellement à la maison ou au travail, vous ne verrez pas la différence, mais vous serez par contre bien content d'avoir de série un chargeur embarqué de 22 kW sur le courant alternatif, une proposition pas si courante aujourd'hui en 2026. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, on va clairement changer de format, de gamme tarifaire également. On sera chez Renault avec la Renault Twingo. Ce sera une couleur verte, comme ça, vous savez tout. J'en prendrai le volant donc pendant une semaine et vous saurez tout. On ira ensuite chez Mercedes, on retournera chez Mercedes. Après le GLC, eh bien, ce sera le GLB qui sera à l'essai sur Charging Station, un modèle qui lui aussi a été renouvelé. Vous êtes d'ailleurs nombreux à attendre cet essai. Le mois prochain, c'est-à-dire au mois de juillet, il y aura 2 essais. L'Opel Mokka GSE tout d'abord, j'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. Ce sera le cas également avec un autre essai que vous attendez avec impatience. Il s'agit de celui de la Nissan Leaf. Et puis au mois d'août, je peux déjà vous confirmer un essai que
que vous attendez et moi aussi avec énormément d'impatience. Ce sera chez Volvo, un modèle que j'ai déjà découvert en statique qui m'a laissé une impression vraiment de grande réussite. J'espère ne pas être déçu sur la route. Eh bien, je prendrai le volant de l'EX60 de Volvo, Volvo EX60, l'une des stars du moment. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que vous avez eu raison peut-être vous de craquer pour ce modèle? Vous le saurez au mois d'août sur Charging Station. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je vous propose également de mettre un petit pouce si vous le souhaitez, ça ne coûte rien, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, ça aussi ça fait plaisir, ça permet de faire grandir la chaîne. Merci de votre fidélité et à bientôt.